Salut Alain, Salut! merci d'avoir accepté mon invitation. Alain, tu es anthropologue. On te doit notamment deux ouvrages qui ont trait à la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Le dernier, c'est De l'émeute à la démocratie, qui est sorti à la dispute l'année dernière. Oui. Et un autre qui est plus vieux et qui, comme tu me disais juste avant cette interview, était un peu prémonitoire, qui s'appelait Le temps des émeutes, publié chez Paillard il y a maintenant une quinzaine d'années. Alors, si je t'ai invité aujourd'hui, c'est parce que aujourd'hui, c'est le triste anniversaire des 20 ans du décès de Zied et Bouna, assassinés par la police. Euh, je, Après donc cette mort, s'en sont suivies des émeutes dans toute la France, d'abord à Clichy, puis dans toute la France. Euh, Comment est-ce que ces émeutes-là, consécutives aux morts de Zied et Bouna, comment tu les inscris dans l'histoire à la fois avant 2005 et après 2005? Quel lien tu tisses en fait entre cet événement et d'autres événements passés et puis futurs par rapport à 2005? Alors, je vais dire quelque chose que beaucoup ont déjà entendu dire. Quand c'est arrivé en 2005, euh, cette, ce, ce- cet incendie au niveau national, on a été plusieurs à dire, sociologues, anthropologues, des collègues ou des militants qui travaillaient depuis longtemps sur les quartiers populaires, ce qui était mon cas, c'était prévisible. Sauf que, on l'avait pas prévu. Alors, c'était peut-être prévisible, mais après coup, après coup. Alors pourquoi on disait c'était prévisible? Parce qu'on voyait venir depuis longtemps la montée d'un racisme qui est devenu de plus en plus institutionnel à partir des années 70. En réalité, hein, je rappelle quand même que la décennie 70 a été la décennie d'une série de meurtres racistes qui ont amené en début des années 80 une marche pour l'égalité qui est partie de Marseille et qui est arrivée à Paris. Ils sont partis à quelques dizaines, ils sont arrivés à des centaines voire des milliers et qui a donné naissance à la fois d'un côté à SOS Racisme et de l'autre au mouvement de l'immigration et des banlieues. Donc c'est une vieille histoire de la réaction d'un pays en pleine transformation sociale. Je ne peux pas parler de crise, mais de transformation d'appareil productif au moment où l'immigration arrivait à la deuxième, troisième, quatrième génération. Ce qui me semble plus intéressant, au fond, c'est ce qui s'est passé dans les années 90, où là, sur ce terreau-là, il y a eu la construction d'une politique de gauche comme de droite, parce que voilà, euh, tous les gouvernements qui se sont succédés y ont mis leur grain de sel, de construction d'une menace interne au peuple. Alors je suis pas complotiste, mais enfin je suis un peu comme les flics. Moi je crois pas tellement aux coïncidences. Au moment où on a eu les plus gros mouvements, parmi les plus gros mouvements du XXe siècle en termes de grève et de grève victorieuse, en partie victorieuse, qui était le mouvement de 1995. C'est-à-dire un mouvement dernier soubresaut au fond des grandes mobilisations ouvrières populaires. Voilà. Et c'est une accumulation voilà, de petites notes. Il faut mettre un terme à l'activité des sauvageons dans les cités. Il faut mettre fin à la politique enfin, à la culture de l'excuse. Attention aux enfants, aux jeunes filles qui arrivent voilées à l'école primaire. Enfin, la construction comme ça d'une sorte d'ennemi de l'intérieur au peuple, qui a eu comme acteur principal quand même des déclarations, voire des décisions
des pouvoirs publics. Hein. C'est en 1995 qu'on décide d'armer les unités qui interviennent justement dans les quartiers populaires d'une toute nouvelle arme qu'on appelle à l'époque le flashball, mais qu'on appelle depuis le LBD. C'est à cette époque-là que l'on crée pour ces interventions les brigades anti-criminalité, qu'on crée la BAC. Donc on a une montée de la tension mise en scène politiquement, qui amène déjà à un certain nombre de morts. Hein, j'en cite quelques-uns dans le papier, à la Rainerie, enfin à Toulouse, qui sont suivis de plus en plus de mouvements d'émotions et de colère locale. Voilà. Dans ce contexte-là, que de jeunes racisés n'aient pas eu envie de se faire contrôler un soir de Ramadan à Clichy-sous-Bois et qu'ils soient mis à fuir, on le comprend. On le comprend. Voilà, la menace, elle existe déjà. Dans le contexte institutionnel de la tension qui s'était mise en place déjà depuis 10 ans, un simple signalement de voisins se transforme en chasse à l'homme avec plusieurs voitures de la BAC dans le quartier, c'est logique. Voilà. Ensuite, ça se termine très mal. Ma foi, c'était pas la première fois. Que du coup, les institutions se protègent en criminalisant les victimes. C'est pas la première fois. Les déclarations fait, voilà, on a arrêté une opération chez les délinquants, etc. Qu'il y a une émotion locale pendant 3 jours, Clichy-sous-Bois, Montfermeil, dans les communes avoisinantes, rien de surprenant. Par contre, il se passe quelque chose qu'on n'avait pas prévu et qui marque le début de quelque chose qui ne se résume pas aux causes, qui se résume pas à l'enchaînement. C'est que d'un seul coup, il y a une partie de la jeunesse française qui s'est sentie concernée et il y a des voitures qui ont brûlé partout. Voilà. Ça, c'est un événement au sens où c'est quelque chose qui n'était pas prévisible et qui fonde quelque chose. Il y aura de nouveau après des émeutes locales. Il y aura de nouveau après, hélas, de nombreuses morts après des contrôles de police de jeunes racisés dans les quartiers, suivis ou non d'émeutes. Mais ça installe quand même, la question au niveau national comme une question politique. Et pourtant dans des grandes difficultés. Parce que je rappelle que à l'époque, il y avait un consensus républicain qui prenait pratiquement tout l'éventail politique pour dire que c'était quand même pas bien de brûler des voitures. On ne pouvait parler des émeutes politiquement qu'en disant que c'était pas bien de brûler des voitures. Alors que quand même, on aurait pu commencer par dire que c'était pas bien qu'il y ait des jeunes qui meurent. Et des enfants qui meurent. Mais ces enfants étaient-ils vraiment les nôtres? Il y a eu une sorte de victoire, au fond, de toute l'opération d'externalisation d'une partie des classes populaires et de leur criminalisation, dans le fait que c'était pas l'affaire de la totalité du pays. Voilà. C'était pas, comme disait Sago Vluvourou dans un texte on a fait un petit livre à la dispute à l'époque, le lendemain de révolte, il parlait du nous manquant. Il manque un nous dans cette affaire, et tout l'enjeu politique depuis 20 ans, c'est d'essayer de mettre que la constitution de ce nous, c'est-à-dire la non-exclusion a priori d'une partie de la population française, et de leur sa mise à l'index comme cause de tous les maux, parce que extérieur, parce que l'islam, parce que musulmane, etc. Il faut que ça soit mis au centre du débat politique. C'est un combat qui a avancé. C'est un combat qui a eu quelques victoires. Moi, je suis toujours ému à ces images au moment des Gilets jaunes. Bon, il faut dire que le comité Adama Traoré avait déjà pas mal œuvré en prenant des contacts avec les Gilets jaunes, en s'étant dit que ce mouvement ne lui était pas complètement extérieur et pas extérieur à son combat. Mais au moment où les jeunes lycéens
de Mantes-la-Jolie, il y avait 150, plus de 150 lycéens, hein, vous rappelle les images, avaient été mis à genoux les mains sur la tête par la police française, parce qu'il y a le mouvement des Gilets jaunes avait touché les lycées. Dans le samedi qui a suivi, dans plusieurs villes de France, spontanément, les Gilets jaunes se sont mis à genoux devant les flics avec les mains sur la tête. C'est-à-dire qu'ils se sont considérés comme faisant partie du même peuple et du même combat contre la répression. Donc il y a eu des avancées, mais on est encore très très loin du compte quand on voit aujourd'hui les débats sur l'islam, sur la sécurité. Voilà. Alors après il y a eu la mort de Naël. Il y a eu la mort de Naël en 2023. Avec cet élément supplémentaire, ces deux éléments supplémentaires, c'est pas un accident dans la fuite, mais c'est un des innombrables. Enfin, si ils sont nombrables, quoi. Enfin, c'est un des 160, une des 162 morts dues à un contrôle policier depuis 20 ans, en direct et filmé. Voilà. Cette mort a provoqué une vague de révolte qui a eu deux facettes. La première, qui est peut-être la moins spectaculaire, mais que elle est pas restée isolée. C'est-à-dire que au moment de la marche à Nanterre, la marche pacifique à Nanterre, il y avait aussi une partie de la gauche. Je trouve que les choses avaient avancé de ce point de vue-là. Mais par contre, la réponse des jeunes, qui a été plus courte qu'en 2005. En 2005, ça a duré 3 semaines. Du 27 octobre au 17 novembre. Là, ça a duré quelques jours. Et ça a duré quelques jours avec une intensité et une extension géographique sans commune mesure avec ce qu'on avait connu en 2005. D'abord, c'est 2 fois plus de villes concernées. C'est pas quelques cocktails Molotov sur les commissariats, c'est une 50aine de postes de police attaqués, une 50aine de mairies attaquées. Ce sont des pillages dans un deuxième temps. Dans un premier temps, il y a eu les attaques. Dans un deuxième temps, il y a eu les pillages. Des pillages comme on n'en avait quasiment pas connu en 2005. Moi, je me souviens en 2005, dans le centre-ville de Saint-Denis, la série toutes les devantures de magasins du centre commercial avaient été explosées, mais il n'y avait pas eu une paire de chaussettes volées. Voilà, on cassait, mais il n'y avait pas eu de vol. Là, il y a eu les pillages. Donc, il y a eu une intensité, une répartition géographique beaucoup plus importante et un propos plus construit. Parce que je terminerai là-dessus. Une de mes obsessions, c'est de ne pas résumer les émeutes à leur cause. Les émeutes, ce sont des actes dus à des décisions individuelles qui se sont agrégées, et ce sont des actes qui disent quelque chose. C'est comme le disait Martin Luther King, l'émeute, c'est le langage de ceux qui ne sont pas entendus. Si c'est vrai, faut prendre ce langage au sérieux. D'une émeute à une autre, d'un pays à un autre, d'une époque à une autre, on ne casse pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes cibles, on ne s'affronte pas de la même façon à l'ordre établi, et à chaque fois ça donne des phrases, ça donne un véritable propos. Le propos de 2023 est beaucoup plus ample et beaucoup plus radical que le propos de 2005. Le propos de 2005, c'était essentiellement de mettre la lumière au sens propre, en brûlant des voitures, sur les quartiers qui étaient victimes de la discrimination et du harcèlement policier, et sur les jeunes dont la vie valait moins que les autres. Là, on est en 2023, on est dans autre chose. Alors, justement, comment tu expliques cette évolution? Parce que là, excuse-moi, mais j'ai pas très bien compris en fait quelle était la nouvelle puissance en fait du mouvement d'émeute qui était né à partir de l'assassinat de Naël. Comment est-ce que tu le qualifierais et est-ce que une des raisons en fait de sa montée en puissance, je vais que genre
tu t'as dit, il était plus radical comme mouvement par rapport à celui de 2005. Est-ce que c'est aussi parce que tu l'inscris dans des dynamiques mondiales qui aujourd'hui, voilà, en 2023, 2024, 2025, sont d'autant plus comprises en fait entre les pays. En fait, entre 2005 et 2025, il y a eu la naissance d'un truc qui s'appelle Internet, qui en 2005 était quand même balbutiant. En 2025, Ouais, vraiment, vraiment balbutiant, oui. voilà, vraiment balbutiant. En 2025, on est quand même tous beaucoup plus interconnectés et tu cites dans ton papier différents mouvements des années 2020, de fin de vie liberté en Iran je n'arrive pas à respirer de George Floyd, en passant par divers autres mouvements de révolte et d'émeute à travers le monde. Est-ce que c'est ça qui donne une puissance renouvelée en fait au mouvement d'émeute à la suite d'un jeune mort sous les coups de la police? Alors, la première chose, avant ça, je parlais de ça, mais la première chose, c'est quand même que les politiques d'État, en termes de harcèlement, de discrimination et d'activité létale, se sont aggravées depuis 20 ans en France. Mm. Se sont aggravées, se sont explicitées, se sont légitimées, se sont installées sur la place publique avec une islamophobie un discours complètement décomplexé de l'inégalité, d'une inégalité naturelle. Inégalité naturelle. Alors, il y a une des raisons à ça, c'est que je, je pense qu'il y a une stratégie adaptée à chaque pays, à chaque histoire nationale, de division des classes populaires et de construction d'une unité populaire contre une autre partie du peuple. Alors en France, il est sûr que l'histoire coloniale structure avec aisance, je veux dire cette logique discriminatoire et de mise à l'index, ça va être autre chose ailleurs. Et avec cette, au fond, au bout du compte, l'idée qu'il faut qu'on s'habitue à ce que des vies valent moins que les autres. Voilà. Et que le sacrifice de certaines vies, ça serait le prix à payer du bien-être du reste des classes populaires. C'est là-dessus que surfe l'extrême droite. Mais avant que l'extrême droite ne surfe dessus, ou s'en empare quand elle arrive au ministère de l'Intérieur comme Retailleau, avant que l'extrême droite ne surfe dessus, c'est une politique qui a connu sa version de gauche comme sa version de droite depuis 20 ans. Donc la situation s'est aggravée. L'expérience s'est accumulée. Le ressentiment s'est accumulé sur 2 générations. Parce que les émeutiers de 2023, c'est générationnellement les enfants de ceux de 2005. Voilà. C'est une génération. Bon, là, il y a ça. Mais comme cette stratégie, effectivement, est une stratégie mondiale du capitalisme aujourd'hui, il se passe des choses ailleurs. Il se passe des choses ailleurs, et je rappelle que la mort de Mohamed Bouazizi en décembre 2010, qui d'ailleurs est très très, c'est assez comique presque, considéré comme une élite de banlieue en France, et il y a des ministres qui proposent à la Tunisie l'expertise de la police française pour mettre fin à cette émeute. Ça, juste pour rappeler à ceux qui savent pas, la mort de Mohamed Bouazizi, c'était en 2011 à Sidi Bouzid. 2010, décembre 2010, Oui, en décembre 2010, en Tunisie. En Tunisie, voilà. Bouzid en Tunisie. C'était l'origine du printemps arabe. Exactement. Voilà. Donc ça arrive en Tunisie. En plein milieu du printemps arabe, enfin dans la même année, au milieu de 2011, la mort de Mark Bugan, tué par la police de Tottenham à Londres,
provoque pendant au mois d'août, il est mort le 4 et les émeutes commencent le 6, provoque plusieurs jours d'émeutes dans toutes les villes, non pas du Royaume-Uni, mais d'Angleterre, très précisément d'Angleterre, hein, Manchester, etc. Des émeutes d'une très grande violence où on voit justement apparaître pour la première fois en Europe depuis très longtemps des scènes de pillage de masse. Le Guardian, le journal anglais, avait fait une cartographie très intéressante montrant que c'était aux zones de contact entre les quartiers populaires et les quartiers aisés que ces pillages avaient été le plus significatifs et le plus violent. Donc il se passe des choses ailleurs avec des la même façon qu'en 2008 la mort d'Alexis Grigoropoulos dans le quartier d'Exarchia à Athènes, tué par la police grecque, mais le feu à la Grèce pendant 3 semaines. Voilà. Aux États-Unis, c'est en 2014-2015 que, alors qu'il y a des meurtres par la police américaine de jeunes noirs depuis très longtemps, depuis qu'il y a des Noirs aux États-Unis, c'est-à-dire depuis l'esclavage. En réalité, là, Michael Brown et Freddie Gray à Ferguson et Baltimore, d'un seul coup, leur mort devient une affaire nationale et provoque des émeutes partout. Donc tout ça se répercute effectivement, et les images circulent. Les images circulent. Moi, j'ai vu, y compris des émeutes chinoises circuler sur YouTube. Voilà. Alors on me dira, et les images circulent, pas les slogans, mais si d'abord les slogans un peu, mais comme le langage de l'émeute, c'est ça qu'elle dit, les images disent déjà quelque chose. Ça circule au niveau international. En 2020, ça a atteint un niveau aux États-Unis après la mort de George Floyd, sans commune mesure avec ce qu'avaient connu les États-Unis 6 ans avant. Entre les émeutes de 2015 et les émeutes de 2020 aux États-Unis, c'est le même écart qu'entre 2005 et 2023 en France. Là où il y avait quelques États qui étaient touchés, là, y compris là c'est la majorité des États, c'est beaucoup plus de villes, et y compris on a pu calculer qu'il y avait un pourcentage non négligeable des Américains qui avaient participé, sinon à des émeutes, du moins à des rassemblements pendant ce mouvement. Et d'un seul coup, le slogan devient effectivement I Can't Breathe, devient viral, et on le voit apparaître partout. Et devant le marché de Saint-Denis, il y a eu une immense fresque qui a été faite par des graffeurs, qui se nomme Anne Canbrès. Alors, dans cette affaire, moi j'insiste là-dessus, le processus, c'est quand même d'utiliser l'acharnement de policiers des catégories les plus dominées comme élément hégémonique sur le reste du peuple. Le truc connu, c'est quand même les jeunes racisés. Voilà. Mais la question des femmes, qui est invisibilisée jusque dans les années 2020, en réalité, c'est une question qui va aussi faire sortir des gens et des femmes dans la rue et les faire s'affronter avec la police localement. C'est la question du féminicide. Alors, le féminicide n'est pas structurellement un crime d'État, mais c'est un crime autorisé par l'État. C'est en Amérique latine que les choses sont parties de la façon la plus massive, mais c'est aussi au Mexique notamment que le féminicide c'est un des pays où j'ai pas les chiffres sur l'AD, ça doit être assez terrible, mais au Mexique c'est des milliers par an, c'est des milliers par an. Donc là on commence à voir apparaître des émeutes contre le féminicide au Mexique, au Venezuela, en Colombie, en Argentine. Il y a même tout un répertoire du mouvement contre le harcèlement et contre les violences de genre qui naissent en Argentine et qui circulent partout dans le monde. Et donc il est logique dans ce contexte-là que la mort de Mahsa Amini, tuée par la police des mœurs en Iran, provoque des émeutes au niveau national, et soit mise au compte de cette dynamique, à la fois de cette dynamique de discrimination, d'une partie de la population, et de révolte, et de révolte contre cette discrimination qui peut être létale.
Donc, du coup, on a au niveau mondial, comme au niveau français, un trend d'augmentation. Enfin, c'est les soulèvements au niveau national sont de plus en plus importants de plus en plus violents dans l'affrontement avec les pouvoirs en place. Alors, ça dépend, bien sûr. On n'est pas au niveau de la répression iranienne, puisque ça a fait plusieurs centaines de morts, hein, fin de liberté en Iran. Mais on est dans cette situation-là. C'est-à-dire, on a à la fois une mobilisation de plus en plus importante, de plus en plus, au fond, radicale sur ce qu'elle dit, ce qu'elle veut dire et ce qu'elle porte, et en face, un raidissement de plus en plus important. Il y a un petit paradoxe dans ton papier et là aussi dans ton discours, c'est que en gros, tu places le capitalisme et ses affres comme étant une des origines principielles finalement de cette situation pour notamment les jeunes racisés. Et donc, dans une certaine mesure, comme étant une des causes les plus importantes des émeutes. Ok. Et en même temps, tu poses la question de l'identité nationale. Tu le dis très clairement dans ton texte. Tu dis ces soulèvements mettent au défi l'identité nationale elle-même. Est-ce qu'il n'y a pas comme un paradoxe, en fait, de situer la cause au niveau global et dire ce que ça interroge, c'est notre identité nationale? Car ce nous manquant dont tu parlais après 2005, si je ne m'abuse, ton cadre, ton territoire dans lequel tu circonscris, c'est le territoire national. C'est pas un nous manquant mondial. Enfin. Absolument. Mais parce que là, il faut que je remplisse quelques cases entre les deux. Le problème du capitalisme tel qu'il a été posé en 1973 par le rapport à la trilatérale qui s'appelait Crisis of Democracy, c'est la démocratie. Et dans les stratégies de mise à l'abri du capitalisme par rapport à la démocratie, il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place depuis un demi-siècle. Alors là, ça serait très long de rentrer dans le détail, mais bon, il y a la mise à l'abri de la production de profit de l'humain même par la financiarisation. Enfin, bon. Mais il y a de façon obstinée mettre des obstacles à la constitution des démos, à la constitution d'un peuple qui revendique sa souveraineté dans son unité, et forcément aujourd'hui, au point où nous en sommes, dans un cadre national. Je rappelle que les soulèvements du printemps arabe, que ce soit en Tunisie, en Égypte ou en Syrie, le drapeau qu'il y avait au-dessus des places occupées et au-dessus des manifestations, c'était ni le drapeau vert ni le drapeau rouge. C'était toujours le drapeau national. Comme en Ukraine, comme en Espagne, c'était toujours le drapeau national. Donc, c'est la question de l'unité du peuple, de l'unité politique du peuple, et une stratégie de mise à l'index d'une partie de la population comme ne faisant pas partie du peuple, voire étant un obstacle au bien-être de ce peuple, est la meilleure stratégie possible contre la puissance démocratique du rassemblement et de l'unité populaire. Donc, l'unité populaire aujourd'hui, elle se construit au niveau national, dans les institutions qui sont des institutions nationales. On peut juger insuffisant, on peut le regretter, on peut espérer qu'un jour ça se passe au niveau européen, voire au niveau mondial, mais c'est ça. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que la question de l'unité du peuple, elle est posée devant nous, parce que c'est la question de quel est le sujet de la démocratie. Quel est le sujet collectif de la démocratie? À l'évidence, le sujet collectif de la démocratie qui, dans les manifestations contre la réforme des retraites en 2023, voyait se côtoyer de façon bonhomme et avec plaisir à la fois les syndicats de police, un cortège de vélo, un cortège LGBT, les sans-papiers, la CGT, etc. C'est
c'est un peuple inclusif qui peut avoir la puissance. Dès qu'on met un petit peu de zizanie à l'intérieur, ils perdent de la puissance. Par contre, le peuple qu'appelle de ses vœux le Rassemblement national et tous les fascistes de la terre, c'est un peuple, c'est pas le démos, c'est l'ethnos, c'est-à-dire c'est un peuple ethnique qui se construit dans le refus de l'autre, qui se construit dans le harcèlement de l'autre, qui se construit dans le pogrom. Au fond, le fascisme, c'est faire du commun dans le pogrom. C'est exactement ce qui est en train de se passer depuis un an dans les manifestations très violentes contre les immigrés, contre les lieux d'asile des demandeurs d'asile en Angleterre. Cet été, l'été précédent, en Irlande, à Dublin, très récemment, en Espagne, aux Pays-Bas. Je sais plus, il y a un autre pays qui a été concerné, mais on a aujourd'hui une capacité de mobilisation d'un peuple qui serait un peuple ethnique, identitaire et harceleur. Voilà. C'est ça. Moi, je pense que c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. C'est pour ça qu'on ne peut avoir qu'on ne peut faire pas la moindre concession sur la question des violences policières, sur la question du harcèlement policier au faciès, sur la question de l'islamophobie. C'est central, car il en va de la possibilité même d'une puissance démocratique dans le pays. J'ai une dernière question, Alain. Catherine Tricot a rédigé ce matin une newsletter dans laquelle elle reconnaissait, enfin plutôt donnait le point en fait à tous ces révoltés de ces 30 dernières années d'avoir réussi à inscrire politiquement à l'agenda médiatique, à l'agenda social la question de la dignité, du respect, à la question de l'égalité, finalement, d'avoir réussi en fait d'avoir donné en fait des mots à la modernité en fait de ce que c'est que la France, au présent de ce que c'est que la France dans sa diversité, dans sa nouveauté, et en fait d'avoir en gros, mais ça ce sont mes mots, hein, d'avoir casser genre ce mythe de la France ethnique ou la France blanche ou la France chrétienne dont tu parlais tout à l'heure. Elle disait notamment, je pense de façon très juste, qu'en gros, quand Gilles Kepel, qui est un universitaire de renom, hein, en 2005, parlait des révoltes comme de mouvements salafistes, en 2005, aujourd'hui, le même type de propos susciterait en fait des réactions comme ils n'en ont pas suscité en 2005. En 2005, il y a eu des mobilisations hein, avec des gens en fait, notamment contre l'état d'urgence qui avait été instauré par le gouvernement. Et Catherine notait que il y avait que Marie-Georges Buffet, Arlette Aguillet et Clémentine Autain, comme par hasard 3 femmes, qui étaient présentes en termes de personnalité politique d'envergure nationale. Les socialistes, ils étaient aux abonnés absents. Socialistes d'ailleurs dans lesquels on pouvait compter Jean-Luc Mélenchon. Enfin, il n'était pas là hein, dans cette manifestation. Donc il y a quand même des choses qui ont changé. Aujourd'hui, c'est à l'agenda politique. On en parle. Le terme d'islamophobie n'est plus un mot tabou. On peut l'utiliser dans les médias. Les hommes politiques s'en saisissent. Donc, est-ce que ça, tu le notes aussi avec la même puissance finalement que le fait Catherine Tricot dans sa newsletter? Bien sûr. Alors, en même temps, on n'est jamais satisfait parce qu'on trouve que c'est jamais assez à la hauteur, mais c'est absolument évident. C'est absolument évident que les choses ont avancé de ce côté-là. Et elles ont avancé aussi dans la capacité de ceux qui sont concernés à analyser la situation. Quelle distance il y a entre le touche pas à mon pote d'il y a 45 ans, qui était quand même une entrée extrêmement morale, personnalisée, individuelle de la question du racisme, aux analyses qui sont aujourd'hui développées dans toutes les associations qui se mobilisent pour la défense des victimes, pour les familles, dans les familles des victimes, sur le caractère structurel et post-colonial de cette discrimination. On n'est plus
le racisme n'est pas une question morale, c'est maintenant, de façon évidente, une question historique, politique, de domination structurelle. Voilà, c'est ça a avancé dans la façon dont le débat public a avancé, mais ça a avancé aussi dans la capacité de contre-discours des victimes, enfin de ceux qui sont mobilisés dans la résistance. Voilà, je pense que les deux sont vrais. Peut-être un rapport l'un avec l'autre, mais les deux sont vrais et c'est important, c'est vraiment important. Il y a un papier dans Mediapart aujourd'hui qui montre quand même justement l'analyse et le développement des arguments des coloniaux sont nés dans les mois qui ont suivi les émeutes de 2005 avec le lancement de l'appel des indigènes de la République. Ouais. Peut-être toute dernière question. Je te demande pas de faire le devin et de me dire ce qui va se passer demain ou après-demain, tu vois. Enfin, mais comme tu observes ça quand même sur un temps qui commence à être un temps un peu long, hein, 30 ans, euh, quelle, on va dire quelles hypothèses en fait de direction pourraient prendre en fait ce mouvement, parce que le pouvoir, notamment étatique, n'a pas de raison à court terme en fait de devenir plus doux ou de comprendre tout d'un coup à qui il a affaire par exemple changer de doctrine en matière de traitement de certaines populations. En gros, le racisme systémique va pas s'évaporer du jour au lendemain. Voilà. Du coup, quelles évolutions en fait peut prendre ce mouvement? Est-ce qu'on va aller vers toujours plus de violence en fait dans la réponse à la violence raciste de l'État? Ou bien est-ce que tu as des exemples, par exemple dans le monde, je sais pas, de parcours en fait qui pourraient être pris par une nation tout entière, précisément pour résoudre sans violence, car c'est ce que l'on souhaite, ces problèmes structurels dont on parle. Je crains que le niveau de l'affrontement qui est en train de croître ne se continue de croître. Voilà, je suis relativement pessimiste parce que je sens qu'il y a en face, et on le voit aujourd'hui aux États-Unis, hein, avec Trump, ce qui on a en face en face des logiques qui sont déterminées et d'autant plus déterminées qu'il s'agit pour elles de question de survie. Voilà. Donc euh, si on veut éviter que l'affrontement ne soit trop violent du point de vue physique, du point de vue des affrontements directs, il faut armer le contre-récit alternatif et réussir à éviter le basculement dans l'ethnos de masse. Voilà, c'est le travail. Ça, c'est le travail de tout le monde. C'est le travail de tout le monde et pas seulement des victimes du harcèlement et de la violence policière. C'est parce que les choses soient claires. Hein, si une émeute ça dit quelque chose, quand on peut l'éviter, c'est quand même mieux, hein, parce que ça fait quand même des dégâts judiciaires, des dégâts. Enfin bon, du côté des gens, du côté de ceux qui s'y engagent. Donc voilà, je suis pas très optimiste. Voilà. Je pense qu'on l'aura compris. Mais après, il y a l'optimisme du faire. Mais voilà, c'est il y a une phrase que je cite dans un de mes derniers livres de Shura Marakemi, une collègue euh, sur le mouvement Femmes et Liberté que j'aime beaucoup, qui dit au fond voilà, je vous la cite, hein. Cette façon de se mettre en jeu très profondément par refus de la servitude volontaire
nous montre que l'espoir est une pratique. Il n'y a pas à chercher de bonnes raisons d'espérer. Remettre l'espoir à sa place dans sa relation aux faits semble être une des clés de ce que nous appelons le courage. Eh ben, merci beaucoup à Alain pour tous tes éclairages et ta note d'espoir dans la pratique. Merci Voilà. beaucoup.